Au dîner de Noël, ma mère a ri. Si j'avais su à quel point 2 enfants donneraient du fil à retordre, j'aurais pris ces pilules après la naissance de ta sœur. Tout le monde a ri. Moi non. Des mois plus tard, ils ont imité ma signature pour un prêt et ont fini par me supplier devant le chalet. Ils ont essayé de voler. Salut, un forum en ligne. Mes parents ont passé toute ma vie à me rappeler que j'étais celui en trop. Alors, je suis parti, j'ai construit quelque chose de vrai, et j'ai enfin trouvé la paix. Mais il s'avère qu'ils n'avaient pas fini de tout gâcher. Laissez-moi vous raconter comment tout ça s'est passé. Je m'appelle Léo. J'ai 36 ans et je travaille comme menuisier. Je dirige un petit atelier en ville où je fabrique des meubles sur mesure et répare des choses que les gens riches sont trop occupés pour réparer eux-mêmes. Ce n'est pas luxueux, mais j'aime ça. Le bois ne répond pas. Et quand on construit quelque chose correctement, ça reste construit. Les gens ne font pas toujours ça. J'ai grandi dans une famille qui semblait parfaite de l'extérieur. Banlieue, grande maison, sourire forcé. Ma mère, Sylvie, vivait pour les apparences. Mon père, Pascal, se contentait de la rendre heureuse. Ma sœur, Chloé, était la préférée. Elle l'a toujours été. De 2 ans mon aînée, la norme. Chloé est maintenant une influenceuse, publiant des photos de voitures de location et de sourires filtrés. Maman appelle ça de l'entrepreneuriat. J'appelle ça mentir pour des gemmes. Elle pourrait démolir une voiture, et maman la serrerait dans ses bras pour avoir survécu. Je pourrais construire une table de A à Z, et maman demanderait si Chloé pouvait y ajouter de la couleur. J'étais l'enfant d'essai, le brouillon. Maman a dit un jour que je rendais le rôle de parent difficile. J'ai appris très tôt que l'amour dans notre maison avait des règles, il fallait être performant. Je n'étais pas assez bruyant ou assez brillant pour les photos. J'aimais réparer des choses, rester tranquille. À 20 ans, je suis parti, j'ai travaillé dans la construction, j'ai économisé et j'ai ouvert un petit atelier de menuiserie. Sans aide, sans soutien. À chaque fête, maman demandait encore, toujours en train de faire ton truc avec le bois, comme si c'était juste une phase dont elle attendait que j'échoue. Pendant ce temps, Chloé se vantait de partenariats avec des marques et de nouveaux abonnés. Une fois, j'ai regardé sa page. La moitié de ses publications étaient devant des locations de vacances. Elle agissait comme si elle en était la propriétaire, et maman gobait tout, l'appelant « notre petite entrepreneuse ». Papa se contentait de hocher la tête, faisant semblant de comprendre de quoi elle parlait. Je ne les voyais que quelques fois par an, généralement vers Noël, parce que ne pas venir donnait à maman une autre raison de parler de moi. Elle disait aux proches que j'étais trop occupé, ou trop distant, selon ce qui sonnait le mieux cette année-là. La vérité, c'est que j'y allais parce que mon grand-père me le demandait. Il est décédé il y a quelques années, alors maintenant j'y vais plus par habitude qu'autre chose. L'atelier est calme la plupart du temps. Je passe du vieux rock sur une radio déglinguée, je ponce des pièces et je bois trop de café. C'est un travail stable, et ça me permet de garder la raison. Les gens vont et viennent, demandent des tables ou des armoires, et je leur donne quelque chose de solide qui dure plus longtemps que les modes. C'est plus que ce que je peux dire de la loyauté familiale. Parfois, Marc passe. Il tient un petit atelier de réparation au bout de la rue. Il plaisante en disant que je traite mieux les meubles que les gens. Il n'a pas tort. La semaine dernière, j'ai terminé une grosse commande pour un restaurant local, un comptoir de bar en noyer massif. Quand je l'ai livré, le propriétaire m'a dit « Vous avez de la patience, mon gars ». J'ai ri. Des années de pratique. Plus tard dans la nuit, je nettoyais l'atelier quand mon téléphone a vibré. Le nom de maman sur l'écran. Le message disait « N'oublie pas le dîner de Noël demain. Habille-toi bien, s'il te plaît. Nous aurons des invités. Pas de « Comment vas-tu » Pas de « Hâte de te voir ». Juste des instructions, comme si j'étais un figurant dans la performance familiale annuelle. J'ai fixé le message une seconde, je me suis essuyé les mains sur un chiffon et j'ai marmonné, je suppose qu'ils ont encore besoin de quelqu'un pour que Chloé ait l'air parfaite. J'ai posé le téléphone et je suis retourné poncer un pied de chaise jusqu'à ce que la surface soit assez lisse pour arrêter de penser. Je me suis garé dans l'allée de mes parents de bonne heure. La neige était encore fraîche sur le sol. La maison était exactement comme toujours en décembre, trop propre, trop décorée, trop fausse. Je portais un jean correct, une chemise et des bottes qui n'étaient pas couvertes de sueur. Dans ma main,
il y avait une boîte à cigares en acajou que j'avais fabriquée pour mon père. Faite à la main, finition lisse, sans défaut. S'il remarquait le travail que j'y avais mis, super. Sinon, je survivrais. L'intérieur sentait les bougies et la fierté. Ma mère a crié depuis la cuisine sans même me regarder, manteau dans le placard. Son ton était assez tranchant pour couper du bois. Quelques proches se tenaient dans le salon, parlant de la circulation et de recettes. Mon oncle m'a fait un signe de tête, puis m'a demandé si je faisais toujours le truc avec le bois. Ouais, ai-je dit. Ça évite que les tables des gens ne s'effondrent. Il a ri, n'a pas saisi l'ironie derrière mes mots. Papa est entré depuis le bureau, portant un pull qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de mon camion. Je lui ai tendu la boîte. Il l'a ouverte, a dit, pas mal, et l'a reposée. C'est tout. Pas de contact visuel. Pas de « merci, mon fils ». Puis la porte s'est ouverte et la performance a commencé. Chloé est entrée, en retard, bruyante, habillée comme un panneau publicitaire, son parfum assez fort pour couvrir l'odeur de la nourriture. Désolée, la circulation était horrible, a-t-elle dit, même si elle n'habite qu'à 20 minutes. Maman a lâché le plat qu'elle tenait juste pour la serrer dans ses bras. Tu es parfaite, a dit maman. Ce manteau est magnifique. Merci. C'est un Chanel, a dit Chloé en souriant. J'ai marmonné, bien sûr que ça l'est. Le dîner a commencé dans une ambiance guindée. Chaque siège était occupé, mais l'air semblait vide. La table avait l'air chère. Assiettes assorties, centre de table scintillant. Maman faisait les présentations comme si elle animait un événement, se vantant de la croissance commerciale incroyable et des compétences en réseautage de Chloé. Je coupais ma nourriture et restais silencieux. Ma tante a demandé « Comment va le travail, Léo ?» Avant que je puisse parler, maman a sauté sur l'occasion. Oh, il construit toujours des meubles. Vous savez, son petit atelier. Petit atelier ? J'ai dit, ouais, ça paie les factures. Maman a souri comme si elle m'avait fait une faveur en le mentionnant. Quand est venu le moment des cadeaux, papa a repris la boîte à cigares et a passé ses doigts dessus. C'est du solide, a-t-il dit et l'a posé sur la cheminée. Pas de merci. Puis Chloé a sorti une pile de sacs cadeaux avec des logos brillants. J'ai pris un petit quelque chose pour tout le monde, a-t-elle dit, souriant comme si elle était humble. Elle a distribué des montres de luxe sponsorisées. Tout le monde a applaudi. Maman a réellement applaudi. Tu es si généreuse, a-t-elle dit. Ouais, elle est quelque chose, ai-je dit à voix basse. Maman l'a entendu. Ne sois pas aigri, Léo, a-t-elle dit avec ce ton sec qu'elle me réserve. J'ai levé les yeux. Pas aigri, maman. Juste impressionné de voir à quelle vitesse la fausse générosité se propage. Cela a provoqué quelques rires nerveux. Chloé a levé les yeux au ciel. Tu pourrais essayer d'être heureux pour quelqu'un d'autre pour une fois. Je pourrais, ai-je dit, mais ce serait mentir. Les yeux de maman se sont plissés. Tu dois toujours gâcher l'ambiance, n'est-ce pas? Je suppose que l'ambiance n'est pas faite pour durer. La table est devenue silencieuse. Papa s'est raclé la gorge. Mangeons, tout simplement. Nous l'avons fait, pendant environ 10 minutes. Puis la conversation s'est tournée vers les réussites. Chloé a parlé de futurs partenariats avec des marques et de collaboration. Maman ne pouvait s'empêcher de sourire. Notre fille se construit un avenir, a-t-elle dit. Elle a de l'ambition. Ma tante a essayé d'être polie. Et Léo, comment vont les affaires? Bien, ai-je dit. Je suis passé du bois bon marché au pain de milieu de gamme. Quelques personnes ont gloussé. Maman a levé les yeux au ciel comme si je l'avais embarrassée en public. Chloé a ri bruyamment. C'est mignon, a-t-elle dit. Merci, ai-je dit. Je vise le mignon. Ça ne paie pas beaucoup, mais au moins c'est un travail honnête. Celle-là a fait mouche. Le sourire de maman s'est fissuré. Papa s'est de nouveau concentré sur son assiette. Puis maman a prononcé la phrase qui a glacé la pièce. Honnêtement, si j'avais su à quel point 2 enfants donneraient du fil à retordre, j'aurais juste pris ces pilules contraceptives après Chloé. Ce n'était même pas un murmure. Clair, froid, confiant. Elle a ri après l'avoir dit, comme si c'était malin. Toutes les fourchettes se sont arrêtées. Ma tante a baissé les yeux.
Mon oncle s'est agité. Papa s'est frotté la tempe. Le sourire narquois de Chloé a vacillé, mais elle n'a pas dit un mot. J'ai fixé maman. Qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, allez, a-t-elle dit en agitant la main. Ne sois pas si dramatique. C'est une blague. J'ai ri une fois. Une blague? C'est comme ça que tu appelles ça? Léo, ne commence pas, a dit doucement papa. Non, ai-je dit. Finissons en. Vas-y, maman. Raconte à tout le monde comment tu aurais souhaité que je ne sois pas né. Tu déformes mes paroles, a-t-elle dit, sur la défensive maintenant. Je ne pense pas avoir besoin de déformer quoi que ce soit, ai-je dit. Tu as été très clair. Léo, a répété papa, plus fermement. Je me suis tourné vers lui. Tu vas la soutenir ou juste regarder ton assiette comme d'habitude? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Silence. Chloé a finalement parlé. Tu réagis de manière excessive. J'ai encore ri. Ouais, tu t'y connais en matière de faire semblant que quelque chose est plus petit que ça ne l'est. Léo, a sèchement dit maman. Quoi? Tu as dit ce que tu avais à dire. Je dis ce que j'ai à dire. Tu gâches Noël, a-t-elle dit. Je me suis levé, la chaise glissant en arrière sur le carrelage. Non, je crois que je viens d'arrêter de faire semblant que c'en était un. J'ai pris mon verre et je l'ai levé bien haut. À celui qui ne devrait pas exister mais qui est quand même venu. Chloé avait l'air de vouloir s'enfoncer dans son siège. Papa est resté figé. Le visage de maman est devenu pâle, sa mâchoire serrée. J'ai fini mon verre, je l'ai reposé et je me suis penché sur la table. Tu sais, je pensais que tu m'ignorais parce que je n'étais pas assez bien, ai-je dit doucement. Mais maintenant je vois que c'est parce que tu ne supportes pas les miroirs qui ne te flattent pas, personne n'a bougé. J'ai attrapé ma veste et mes clés et j'ai regardé autour de moi une dernière fois. Joyeux Noël, ai-je dit, et je suis sorti. Dehors, le froid frappait fort, mais il semblait pur. La neige tombait toujours, légère et régulière. J'ai marché jusqu'à mon camion, je l'ai démarré et je suis resté assis là une seconde. Je pouvais encore voir la lueur de la maison dans mon rétroviseur. Des lumières parfaites, une chaleur factice. Cette fois, cependant, je ne reviendrai pas. Le lendemain de Noël, je me suis réveillé tard et n'ai pas pris la peine de vérifier mon téléphone. Quand je l'ai finalement fait, il y avait 15 appels manqués, principalement de maman, quelques-uns de Chloé. Je n'en ai écouté aucun. J'ai parcouru mes contacts, supprimé chaque numéro de la famille, les ai tous bloqués et effacé mes messages. La conversation de groupe a suivi. À la seconde où j'ai appuyé sur supprimer, le silence a semblé plus lourd, mais plus pur. J'ai marché un moment dans mon appartement. L'endroit était petit, une chambre au-dessus de mon atelier, les murs couverts de poussière et de photos encadrées que je ne regardais plus vraiment. L'une datait de notre enfance, Chloé et moi, tous les deux avec des pulls assortis. Je les décrochai du mur, les fixai peut-être 5 secondes, et les jetai à la poubelle. Puis j'ai pris une boîte et je l'ai remplie de tous les souvenirs restants, cartes, cadeaux, et cette tasse, famille pour toujours, que maman m'avait offerte une année pour rire. La boîte est allée directement à la benne. Après ça, j'ai nettoyé. Pas le nettoyage paresseux, celui qui donne à l'endroit un air neuf. Sol récuré, étagère vidée, j'ai même réparé l'armoire de cuisine de travers qui me dérangeait depuis des mois. C'était comme réinitialiser la pièce et ma tête en même temps. Ce soir-là, j'ai cuisiné quelque chose de simple, poulet grillé et riz nature. Je me suis assis sur le canapé. Pas de télévision, juste le calme. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas en colère. J'en avais juste fini. Le lendemain matin, je me suis levé avant le lever du soleil et je suis allé directement au travail. L'atelier était froid, mon souffle visible dans l'air. J'ai allumé le vieux radiateur d'appoint et je me suis mis au travail. Les commandes étaient rares cette semaine-là, mais j'avais assez de projets pour rester occupé. Quelques étagères pour un magasin local, 2 tables de salle à manger pour un couple qui emménageait dans sa première maison. Les jours ont commencé à se confondre. Réveil, café, couper, poncer, teindre, répéter. Ce n'était pas glamour, mais ça fonctionnait. J'aimais le rythme. Un bruit que je contrôlais, des outils qui obéissaient. Environ une semaine plus tard, Marc est passé avec une boîte de vis et son attitude habituelle.
Il s'est appuyé sur le cadre de la porte, me regardant poncer un plateau de table. Marc est resté 1 heure, m'a aidé à porter du bois à l'intérieur, puis est parti pour son propre atelier. C'est le genre de type qui ne pose pas de questions sur les choses que vous n'abordez pas. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Les semaines suivantes, le travail a repris rapidement. Un restaurant local voulait un comptoir de bar complet. J'ai passé 3 jours juste à couper les bonnes planches, à faire correspondre le grain du bois. Chaque soir, je fermais à clé, je montais, je mangeais ce que j'avais, et je m'effondrais. Le bruit des scies et des ponceuses restait dans mes oreilles même après les avoir éteintes. Ça ne me dérangeait pas. Quand je ne construisais pas, je mettais à jour mon site web, prenais de nouvelles photos de mon travail et écrivais de courtes descriptions. Je ne suis pas un pro du marketing, mais je me suis dit que je laisserais les photos parler d'elles-mêmes. En 1 mois, j'ai commencé à recevoir des messages de nouveaux clients, des gens qui voulaient du travail sur mesure, pas de la camelote d'usine. Un soir, Marc est repassé avec une pizza et 2 sodas. Il s'est assis sur un tabouret, me regardant finir une table. « Tu carbures en ce moment ?» a-t-il dit. « J'essaie de rester occupé. »« C'est bien d'être occupé » a-t-il dit. « Mais mec, prends une pause de temps en temps. Tu es plus souvent dans cet atelier que les lumières ne sont allumées. »« Je ne peux pas me permettre d'arrêter » ai-je dit. « C'est bizarre quand je le fais. » Il a hoché la tête, comprenant sans insister. C'est ça le truc avec les gars comme lui. Ils comprennent. On ne règle pas le bruit dans sa tête en parlant. On le règle en faisant. En février, j'avais plus de commandes que je ne pouvais en accepter. Un couple voulait un ensemble de salles à manger pour 10 personnes. Un autre gars avait besoin d'un bureau sur mesure pour son bureau. Je travaillais des journées de 12 heures, parfois 14. J'ai commencé à recevoir des compliments, des vrais. Les gens payaient à temps. Certains revenaient pour d'autres commandes. L'atelier avait meilleure allure, aussi. Plus propre, plus lumineux, comme s'il avait plus de raison d'être. J'avais amélioré mes outils, repeint les murs, même ajouté une petite enseigne à l'extérieur, Menuiserie Martin. Rien de chic, juste des lettres noires sur du métal, mais ça signifiait quelque chose. Parfois, tard le soir, je pensais à ce dîner de Noël, mais la pensée ne durait jamais longtemps. Chaque fois que je prenais une scie ou que je passais de la teinture sur une surface, je me sentais un peu plus loin de cette table, de cette famille. C'était comme construire une distance faite de bois et de sueur. Les commandes continuaient d'arriver. La vie restait stable. J'ai commencé à me réveiller avant le réveil, planifiant déjà ce que j'allais construire ce jour-là. Je n'avais eu de nouvelles de personne dans ma famille depuis cette nuit. Pas un texto, pas un appel. Je me suis dit que c'était une bonne nouvelle. Un mercredi matin, j'étais à mi-chemin de la découpe d'une planche de chêne quand mon téléphone a vibré sur l'établi. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer mais j'ai quand même répondu, en essuyant la sueur de mes mains. Monsieur Martin, a dit une voix. Oui, qui est-ce? C'est Jean Carlier du cabinet Carlier et Associés. Je vous appelle au sujet de la succession de votre grand-père. Nous devons organiser une réunion. J'ai froncé les sourcils, j'ai attrapé un crayon et j'ai griffonné le nom sur un bout de papier. La succession de mon grand-père? Oui, monsieur. Nous devrons passer en revue quelques détails. Pourriez-vous passer à notre bureau cette semaine? Bien sûr, ai-je dit. De quoi s'agit-il? Je vous expliquerai tout quand vous arriverez, a dit poliment l'homme. Nous avons fixé un rendez-vous pour vendredi matin. Après avoir raccroché, je suis resté là 1 minute, fixant le téléphone. Je ne voyais pas souvent mon grand-père. Il vivait à des heures de route, mais il ne me comparait jamais à Chloé. Quand nous parlions, il était direct. Il n'avait jamais l'air déçu quand je parlais de l'atelier. Il me disait, si tu peux construire quelque chose de vrai, tu ne seras jamais vide. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon et j'ai regardé autour de l'atelier tout ce que j'avais construit. Le trajet jusqu'à la ville au bord du lac a duré 3 heures. Plus je m'éloignais de la ville, plus les routes devenaient calmes. La neige bordait les accotements comme si personne n'y avait touché depuis des semaines. Quand le GPS a perdu le signal, je n'ai pas pris la peine de le réparer. L'endroit n'avait que 2 rues et un bureau de poste. Le cabinet d'avocat se trouvait près de l'eau dans un vieux bâtiment en briques avec des enseignes peintes à la main et une cloche sur la porte. À l'intérieur, un homme d'une 50aine d'années m'a accueilli. Monsieur Martin, je suis Jean Carlier.
Merci d'être venu. Son bureau sentait le vieux papier et le café. Il a fait glisser un dossier sur le bureau. La succession de votre grand-père a été homologuée. Tout est réglé. Des litiges de bornage ont retardé les choses. L'homologation est enfin terminée. Je ne savais même pas qu'il y avait une succession, ai-je dit. Il a souri faiblement. Votre grand-père était discret. Il vous a laissé sa propriété à Rochebrune, un chalet, un atelier et les terres environnantes. Juste à moi. Juste à vous, a dit Carlier. Son testament était très précis. Il a écrit, Léo saura quoi en faire. Je n'avais pas vu mon grand-père depuis des années, pas depuis que j'avais la vingtaine. Il était le seul de la famille à m'avoir jamais traité comme si j'avais de l'importance, le genre d'homme qui vous glissait des biscuits quand votre mère disait non. Carlier m'a tendu un jeu de clés en laiton avec une étiquette indiquant « Chalet Rochebrune ». La propriété est en bon état, mais elle est vide depuis un moment. J'ai signé les papiers, je lui ai serré la main et je suis parti. Le trajet jusqu'au chalet a pris une autre demi-heure. Il se trouvait au bord d'un lac gelé, entouré de pins. L'atelier était à côté, son bardage en bois gris, les fenêtres poussiéreuses mais intactes. Je me suis garé, j'ai déverrouillé la porte et je suis entré. J'ai mis le bail de la ville en location mensuelle et j'ai transféré les commandes ici. L'odeur m'a frappé en premier, sueur et huile, comme si l'air se souvenait encore de lui. La lumière perçait à travers les rideaux, se posant sur une chaise à moitié finie couverte de poussière. Les outils étaient toujours bien rangés sur le mur. On aurait dit que le temps s'était arrêté le jour où il était parti. J'ai passé mes mains sur les établis, les chutes de bois, le tour encore marqué de taches. Sur une étagère se trouvait une petite boîte à outils. À l'intérieur, collée au couvercle, il y avait une note pliée écrite d'une main tremblante, construit quelque chose qui dure plus longtemps que la douleur. Il était le seul à m'avoir jamais traité comme si je n'étais pas une erreur. Je l'ai lu 2 fois, je l'ai replié et j'ai refermé la boîte. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le vieux canapé du chalet. Les fenêtres craquaient à cause du vent venant du lac, mais le silence était réel, le genre de silence qui n'a pas besoin d'être mérité. Le lendemain matin, j'ai commencé à nettoyer. J'ai jeté de vieux chiffons, j'ai balayé jusqu'à ce que les planches du sol apparaissent, j'ai réparé le toit et une porte qui coinçait. Chaque réparation me donnait l'impression que c'était moins la maison de quelqu'un d'autre et plus la mienne. Après quelques jours, j'ai trouvé un rythme. Se lever tôt, allumer le feu, faire du café et travailler. J'ai repeint l'atelier, réparé les étagères et reconstruit l'établi. Quand je ne travaillais pas, je m'asseyais dehors au bord du lac, écoutant la glace craquer et bouger. Pas de voiture, pas de gens, pas de bruit. Une semaine plus tard, Marc est arrivé dans son vieux camion. Il est sorti, a regardé autour de lui et a sifflé. Alors, c'est de ça que tu te cachais. J'avais besoin d'un peu de paix, ai-je dit. Nous avons passé la journée à réparer une fenêtre et à déplacer de lourdes armoires. Il a fait des blagues tout le temps. Quand nous nous sommes enfin arrêtés, il s'est appuyé sur la balustrade et a regardé le lac. Tu te construis ton propre royaume ici. Non, ai-je dit. Juste un endroit que personne ne peut gâcher. Il a hoché la tête. C'est presque la même chose. Après son départ, l'endroit ne semblait pas vide. Il semblait stable. Au cours des semaines suivantes, la nouvelle s'est répandue. Un voisin s'est arrêté, demandant si je pouvais construire une table de salle à manger pour sa femme. Puis le propriétaire du café a voulu des étagères. Les commandes arrivaient lentement mais sûrement. Le chalet est devenu une maison, pièce par pièce, nouveaux rideaux, escalier réparé, un cadre de lit que j'ai construit moi-même. Chaque partie de l'endroit portait la touche de mon grand-père, ses outils, son silence, sa façon de bien faire les choses du premier coup. Parfois, je lui parlais à voix haute en travaillant, comme s'il était encore là. Quand j'ai construit la table des Legrand, j'ai utilisé un de ces ciseaux à bois. Il coupait plus nettement que n'importe quel nouvel outil que j'avais jamais acheté. Au printemps, l'atelier avait l'air neuf à nouveau. J'ai raccroché la même enseigne ici. L'entreprise a grandi naturellement. Les habitants passaient, demandaient des pièces sur mesure et payaient sans marchander. Le travail était stable, calme, honnête, le genre de paix qui ne se vante pas. Un soir, je me suis assis sur le porche, regardant le coucher de soleil se répandre sur le lac. L'air sentait le pin et la sueur. Mes mains étaient rêches, mon dos endolori, mais je ne m'étais pas senti aussi calme depuis des années.
J'ai repensé à la note. Construis quelque chose qui dure plus longtemps que la douleur. Peut-être que ce n'était pas seulement à propos du bois. Peut-être que cela signifiait construire une vie qui ne pouvait pas être brisée par des gens qui n'avaient jamais rien construit de réel. Le vent du lac soufflait à travers les arbres, doux et froid. Je me suis adossé à la chaise et j'ai dit doucement, le vieil homme a vu quelque chose en moi qu'ils n'ont jamais vu. Peut-être que c'est suffisant. La neige autour du chalet avait fondu en plaques de boue, et l'air sentait le pain humide. Les affaires étaient stables. L'atelier restait suffisamment occupé pour que je ne remarque pas les semaines qui passaient. J'avais des commandes en attente, de l'argent qui rentrait, et quelques habitants qui s'arrêtaient juste pour discuter. Pour la première fois depuis des années, les choses avaient un sens. Marc passait la plupart des week-ends pour aider aux livraisons. Il se moquait de mon organisation. « Mec, tu étiquettes tout maintenant », a-t-il dit un samedi, en montrant mon porte-outils. « Tu t'es fait posséder par une mère de famille d'âge moyen. » « Ça m'aide à trouver les choses », ai-je dit en essuyant la sueur de mon bras. Il a souri. « Tu aimes juste faire semblant que c'est ton royaume. » « Un royaume n'a pas d'impôts ni de gens qui me disent de sourire », ai-je dit. « C'est juste. Longue vie au roi menuisier. » C'était le genre d'échange qui faisait passer la journée de travail plus vite. Pas de drame, pas de bruit, juste des outils, de la sueur et du calme. Cette paix a duré près de 2 mois avant que la première fissure n'apparaisse. Maman a appelé un soir. J'ai failli l'ignorer, mais l'habitude a gagné. Sa voix était douce, sirupeuse, comme elle l'utilisait quand elle voulait quelque chose. « Léo, mon chéri, comment vas-tu ? » « Je vais bien, ai-je dit. »« Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« Eh bien, » a-t-elle dit en traînant sur le mot, « la voiture de ton père a finalement rendu l'âme. Nous pensions acheter quelque chose d'occasion, mais les banques ne sont pas très tendres ces jours-ci. Tu réussis si bien, chérie. Nous avons juste besoin d'un petit coup de main pour en acheter une nouvelle. Je construis des meubles, maman, ai-je dit. Pas des sauvetages financiers. Oh, allez. Ne sois pas comme ça. La famille s'entraide. Ouais, je me souviens. Son ton s'est durci. Ne fais pas le malin avec moi, Léo. J'essaie de te parler. Tu l'as fait, ai-je dit, et j'ai raccroché. C'était la fin. Du moins, c'est ce que je pensais. Quelques jours plus tard, je coupais des planches pour un travail de restaurant quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai répondu d'un bref « ouais ». Monsieur Martin, a demandé un homme. Lui-même. C'est Jean Carlier de Carlier et Associés, l'avocat de la succession de votre grand-père. J'ai éteint la scie. Salut, monsieur Carlier, tout va bien ? Il y a eu un développement, a-t-il dit avec précaution. Une banque nous a contactés au sujet d'une demande de prêt déposée à votre nom. Quel prêt ? C'est ce que je voulais vous demander. Il semble que quelqu'un ait utilisé l'acte de propriété de votre bien à Rochebrune comme garantie. La demande vous désigne comme emprunteur. Je me suis figé. C'est impossible. Je n'ai fait aucune demande. C'est ce que je supposais, a-t-il dit. Mais la signature correspond aux anciens documents de l'héritage. Je vous envoie une copie par courriel. Jetez-y un œil. J'ai ouvert le message dès qu'il est arrivé dans ma boîte de réception. C'était là, mon nom, mon adresse, et une signature qui ressemblait assez pour passer, mais je connaissais mon écriture. Ce n'était pas la mienne. La date indiquée était il y a 2 semaines. Seule une poignée de personnes avaient accès à ces documents, et 2 d'entre elles m'avaient appelé. La famille. Monsieur Carlier, ai-je dit lentement, que se passe-t-il maintenant ? Je vous conseillerais de passer demain. Cela pourrait être qualifié d'usurpation d'identité. Vous devrez déposer une déclaration auprès de la banque. D'accord, je serai là. Quand j'ai raccroché, je suis resté là à regarder la fausse signature. Mon nom semblait petit à côté des chiffres. Ils avaient utilisé la propriété comme garantie pour un prêt assez important pour acheter une maison. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien cassé. Je me sentais juste fatigué. Le lendemain matin, je suis allé en ville. Carlier m'a accueilli avec un dossier de papier. Il les a étalés sur son bureau. Vous devrez signer ici pour confirmer que ce ne sont pas vos documents, a-t-il dit. Nous déposerons un rapport de fraude officiel. Est-ce que c'est grave, ai-je demandé. Assez grave.
Utiliser la propriété de quelqu'un d'autre comme garantie est un délit fédéral. Quiconque a fait cela pourrait faire face à des accusations criminelles. Il n'avait pas besoin de dire qui. Je le savais déjà. J'ai signé les formulaires un par un. Chaque coup de stylo semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Carlier m'a glissé une copie pour mes dossiers. Nous nous en occupons à partir de maintenant, monsieur Martin. Vous recevrez des nouvelles dès que nous aurons une réponse de la banque. Merci, ai-je dit. Dehors, le ciel était gris et bas. L'air sentait la pluie. Je suis resté près de mon camion un moment avant de monter. Je ne sentais pas encore de colère, juste quelque chose de silencieux, comme une écharde trop profonde pour être retirée. De retour au chalet, je me suis mis directement au travail. J'ai poncé un plateau de table jusqu'à ce que mes bras me brûlent. Ça n'a rien arrangé, mais ça m'a empêché de penser. Vers 9 heures ce soir-là, mon téléphone a de nouveau vibré. Messagerie vocale. Les numéros bloqués y laissent quand même des messages. La voix de maman, chérie, c'est ta mère. Il y a eu un petit malentendu avec la banque. Rappelle-nous, d'accord? Ce n'est pas ce que tu penses. Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai supprimé. Ils ont volé mon nom comme s'il ne signifiait rien, ai-je dit doucement à la pièce vide. Je suppose que c'est tout ce que j'ai jamais été pour eux, une signature. Il a fallu environ 3 semaines pour que la tempête éclate. Monsieur Carlier a appelé tôt un matin alors que je coupais des planches pour une commande de table. Sa voix était calme, mais le genre de calme qui précède les mauvaises nouvelles. Monsieur Martin, juste pour vous prévenir. Votre plainte pour fraude a déclenché un audit complet des autres comptes liés à ce prêt. L'équipe de conformité de la banque creuse plus profondément. J'ai essuyé la sueur de mes mains. À quel point? Assez pour trouver quelques cadavres dans le placard, a-t-il dit. Ils ont tout construit sur du papier, et maintenant le papier est en feu. Je n'ai pas dit grand-chose, je l'ai juste remercié et je suis retourné au travail. La ponceuse a noyé le reste du monde. Quelques jours plus tard, Carlier a de nouveau appelé. L'audit a révélé d'autres irrégularités. Vos parents avaient falsifié des déclarations de revenus, de fausses déclarations d'actifs, des impôts impayés. Tout ce que vous voulez. L'enquête s'élargit. Je me suis appuyé sur l'établi et j'ai expiré. Ça ne m'étonne pas. Ils ont toujours aimé les raccourcis. Il a soupiré. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous avez bien fait de déposer ce rapport. Cela vous protège. Je n'essayais pas de les anéantir, ai-je dit. Je ne voulais juste pas qu'ils utilisent mon nom pour creuser un autre trou. C'est comme ça que les incendies commencent, a-t-il dit doucement. Après ça, j'ai suivi ma routine normale, travailler, manger, dormir. Pourtant, quelque chose semblait différent, comme une écharde sous la peau de chaque journée tranquille. Je me surprenais à vérifier mon téléphone plus souvent, attendant un autre appel. Marc est arrivé un après-midi avec du café et une boîte de vis. Il m'a regardé raboter une planche, puis s'est appuyé sur le cadre de la porte. « Tu es plus silencieux que d'habitude », a-t-il dit. Ce qui n'est pas peu dire. Je regarde juste les choses se briser d'elles-mêmes, ai-je dit. Il a hoché lentement la tête. Leurs mensonges finissent par les rattraper? Quelque chose comme ça. Bien, a-t-il dit. Tu as assez saigné pour ces gens. Une semaine plus tard, les retombées sont apparues. Les ragots d'une petite ville ne mettent pas longtemps à se propager. Le journal local a publié un court avis juridique, enquête pour faux et usage de faux impliquant Pascal et Sylvie Martin en relation avec une propriété à Rochebrune. Cela n'en disait pas long, mais dans une ville qui vit de chuchotements, ce n'était pas nécessaire. Le lendemain matin, tout le monde en parlait. Mon téléphone s'est allumé avec des messages d'anciens collègues et voisins demandant « Hey, ils ont vraiment des ennuis ?» Je les ai tous ignorés. Puis Carlier a de nouveau appelé. Leurs comptes sont en cours d'examen. La banque a tout gelé temporairement. C'est la procédure standard. Et mon nom? Blanchi, a-t-il dit. Vous êtes officiellement hors de cause. Bien. L'entreprise de papa l'a suspendu la même semaine. Quelqu'un a divulgué que l'audit était lié à une faute financière. Maman a perdu ses 2 principaux clients en quelques jours après que son nom soit apparu dans le journal. Leur silence n'a pas duré longtemps. Jeudi soir, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. C'était Chloé. J'ai failli ne pas répondre,
mais la curiosité l'a emporté. Sa voix s'est brisée à la seconde où j'ai dit bonjour. Léo, c'est grave. Vraiment grave. Je sais, ai-je dit. Elle a reniflé. Ils m'ont forcé à leur donner tes vieux papiers. Tu avais laissé des copies de tes déclarations de revenus et du dossier du testament chez maman après les funérailles de grand-père. Ils ont dit que la banque en avait juste besoin pour des vérifications. Je ne savais pas qu'ils l'utiliseraient pour ça. J'ai gardé un ton neutre. Tu dis toujours ça juste après qu'ils aient fait quelque chose d'impardonnable. Elle s'est mise à pleurer plus fort. Je te jure que non. Je pensais juste. Arrête, ai-je dit. Tu pensais que ça leur faciliterait les choses. Comme toujours. Il y a eu une pause. Juste le son de sa respiration saccadée. Tout s'effondre, a-t-elle dit. Maman panique. Papa parle à des avocats. Mes sponsors m'ont lâché. Les gens en ligne me traitent d'arnaqueuse à cause d'eux. Je n'ai rien dit pendant un moment. Puis, maintenant tu sais ce que ça fait quand les gens voient qui tu es vraiment. Ça l'a fait taire. Elle n'a pas raccroché, cependant. Elle a juste pleuré doucement. Quand elle a finalement parlé, sa voix était faible. Je suis désolé, Léo. Pour tout. Je le pense vraiment. Je sais, ai-je dit. Mais ça ne répare rien. Je sais, a-t-elle murmuré. J'avais juste besoin de le dire. Aucun de nous n'a parlé après ça. J'ai laissé le silence s'étirer, puis j'ai mis fin à l'appel. Je ne l'ai pas bloqué cette fois. 2 jours plus tard, Carlier a de nouveau appelé. Tout est bouclé, monsieur Martin. L'enquête est terminée. Votre nom est blanchi. Votre propriété est protégée. La banque engagera des poursuites contre les autres parties. Vous voulez dire mes parents, ai-je dit. Il a hésité. Oui, mais pour l'instant, ils sont simplement en cours d'examen. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de maman. Le message était court, tu nous as ruinés. Je l'ai regardé 1 minute, puis j'ai répondu, vous avez fait ça quand vous avez falsifié ma vie sur papier. Aucune réponse n'est venue. Le lendemain matin, j'ai ouvert l'atelier tôt. L'air était froid et vif. J'ai travaillé toute la journée, ponçant, coupant, assemblant. L'odeur de cèdre a rempli l'endroit. Chaque coup de marteau semblait plus pur que le précédent. Quand le soleil est passé sous les arbres, je suis sorti et je me suis appuyé contre la balustrade du porche. Le lac reflétait le ciel, calme et gris. Ils ont toujours voulu me donner des leçons, ai-je dit doucement. Cette fois, j'ai laissé la vie s'en charger. Le vent du lac était froid, mais il était agréable, réel, comme le début de quelque chose qui n'avait besoin de la permission de personne pour exister. La neige autour du chalet avait disparu, et le lac était redevenu un miroir. Les commandes continuaient d'affluer. Table sur mesure, armoire, même quelques ensembles de cuisine complets. J'étais complet pour des mois, quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. L'atelier restait occupé du lever au coucher du soleil, et pendant un moment, tout semblait immobile. Puis un soir, mon téléphone a vibré. C'était Chloé. J'ai fixé son nom un instant avant de répondre. Sa voix était faible, épuisée. Ils ont perdu la maison, a-t-elle dit doucement. Ils logent dans un motel sur la Nationale 19. Maman veut te voir. Est-ce qu'elle veut me voir, moi, ai-je demandé, ou mon portefeuille? Il y eut un silence. Les deux, probablement. Alors elle gaspille son essence, ai-je soupiré. Elle est désespérée, Léo. Tous les deux le sont. Papa quitte à peine la chambre. Les actions ont des conséquences, ai-je dit. Dis-lui ça. Chloé n'a pas discuté, a juste murmuré, je le lui dirai, et a raccroché. Cette nuit-là, le ciel était noir de nuages, et le lac ressemblait à de l'acier. Vers 9 heures, des phares ont percé à travers les arbres. J'ai regardé depuis le porche une berline argentée gravir lentement le chemin de terre. Elle s'est arrêtée au portail, le moteur au ralenti. Je connaissais cette voiture. Maman est sortie la première, emmitouflée dans un manteau qui semblait trop fin pour le froid. Papa a suivi, plus lent, plus lourd. Ils sont restés là un moment, puis ont remonté le sentier. Je suis sorti avant qu'ils ne puissent frapper. Les bras croisés. Calme. Maman a souri comme si elle rencontrait un étranger à qui elle voulait demander quelque chose.
Tu as si bien réussi, a-t-elle dit. Nous sommes fiers de toi. Les gens fiers ne falsifient pas de signature, ai-je dit. Son sourire a vacillé. Nous avons fait une erreur, Léo. Nous avons juste besoin d'un petit coup de main pour arranger les choses jusqu'à ce que nos comptes soient débloqués. Papa a marmonné, ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. J'ai secoué la tête. Vous avez essayé de m'utiliser comme une carte de crédit. Maintenant, elle est refusée. La voix de maman s'est brisée, la frustration perçant à travers la douceur. Nous sommes tes parents. Tu ne serais rien sans nous. Vous avez raison, ai-je dit. Je ne serais rien. C'est ce que vous n'arrêtiez pas de me dire. Regardez le résultat. Elle s'est mise à pleurer, le genre de pleurs mi-performance, mi-colère. Tu ne peux pas rester là à nous regarder nous effondrer. Si, je peux, ai-je dit. Je me suis entraîné. Papa regardait le sol, les mains enfouies dans les poches de son manteau. Il ne l'a pas défendu. N'a pas dit grand-chose du tout. J'ai fait un pas en avant. Vous m'avez assez pris. Trouvez une autre erreur à réparer. Maman a essayé de parler à nouveau, mais sa voix s'est cassée. Elle s'est détournée, attrapant le bras de papa. Ils sont retournés à la voiture, la tête basse. Les feux arrière ont disparu dans les arbres. Je suis resté sur le porche jusqu'à ce que le son du moteur s'estompe complètement. Des heures plus tard, j'étais encore éveillé quand j'ai entendu une autre voiture, plus légère, plus lente. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Chloé debout là, tenant une enveloppe. Pas de maquillage, pas de sourire parfait pour la caméra, juste des yeux fatigués. Je n'ai pas appelé avant, a-t-elle dit. Je me suis dit que tu ne répondrais pas de toute façon. Tu as bien deviné. Elle a réussi un faible sourire. Je peux entrer une minute? J'ai hoché la tête. Elle est entrée, regardant autour de l'atelier comme si elle n'avait pas vu une vraie maison depuis des années. Elle m'a tendu l'enveloppe. C'est de grand-père. La lettre destinée à maman et papa. Je l'ai lue. J'ai hésité, puis je l'ai ouverte. L'écriture était tremblante mais claire, à mon fils et à sa femme. Je l'ai laissé à Léo parce qu'il l'a mérité par son honnêteté, non par héritage. L'amour n'est pas la possession. Je l'ai plié soigneusement et l'ai posé sur la table. La voix de Chloé était basse. Ils savaient quel genre de personnes ils étaient. Je ne voulais pas le croire, mais ils le savaient. Tu as l'air surprise, ai-je dit. Je suppose que je le suis. J'ai toujours pensé qu'il était injuste. Maintenant je comprends. Elle s'est frottée les bras comme si elle avait froid. Je ne veux pas d'argent, Léo. Je veux juste repartir de zéro. J'ai versé 2 tasses de café et lui en ai tendu une. Tu n'es pas comme eux, ai-je dit. Ne passe pas ta vie à le prouver. Elle a baissé les yeux sur sa tasse et a hoché la tête. Merci. Nous sommes restés assis là quelques minutes tranquilles. Quand elle s'est levée pour partir, le ciel commençait à s'éclaircir à travers la fenêtre. Elle s'est retournée à la porte. Tu as vraiment construit quelque chose de bien ici. J'ai eu un bon professeur, ai-je dit. Elle a souri faiblement et est sortie dans le matin gris. Après son départ, je suis sorti sur le porche. Le lac reflétait les premières lueurs orangées du lever du soleil. L'air était froid mais pur. Pour une fois, il n'y avait plus rien à réparer. Mon téléphone a vibré sur la table derrière moi. Monsieur Carlier, bonjour. Monsieur Martin, a-t-il dit. Une dernière mise à jour. Le testament de votre grand-père avait une clause finale, une disposition de reliquat caritatif. Quand vous ne serez plus là, la propriété se transformera en une école de menuiserie pour les enfants en famille d'accueil. J'ai souri. Le vieil homme avait pensé à tout. En effet, a dit Carlier doucement. Prenez soin de vous, Léo. Après l'appel, je suis resté là un moment, regardant la lumière se répandre sur l'eau. Ils ont passé leur vie à courir après une image, ai-je dit doucement. J'ai construit quelque chose qui nous survivra à tous. Le soleil s'est levé plus haut, dorant le lac. J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'air me traverser. La paix ne ressemblait pas à une victoire. C'était juste le sentiment de ne plus porter leur fardeau. La paix ne vient pas quand ils arrêtent de vous faire du mal, ai-je dit au vent. Elle vient quand vous arrêtez de les laisser faire. La plateforme vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité Hype.
Si vous êtes accro à cette histoire, explosez ce bouton hype. Ça dit à la plateforme que cette vidéo mérite d'exploser et ça permet de vous proposer des histoires encore plus folles.